Si les checklists se sont imposées au bloc opératoire, force est de constater qu'elles sont moins présentes en réanimation. On en retrouve certes pour l'ouverture de chambre ou la vérification du scénario d'urgence, mais pour des situations d'urgence ou la gestion des moments critiques, il n'y en a que peu, alors même que c'est probablement dans ces cas où elles s'avéreraient bénéfiques en termes de réduction des erreurs. L'implémentation de la checklist en réanimation est donc le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo. Bonjour, je suis Cyril Goulnock, je suis médecin réanimateur à l'hôpital privé Jacques-Cartier à Massy, dans le 91. Je suis aussi membre du groupe Facteur Humain en Santé et donc enfant du facteur. Membre du groupe depuis quelques années, j'ai progressivement intégré dans mon service des stratégies issues des FHS pour améliorer la sécurité de la prise en charge des patients, mais aussi le confort de travail des soignants. Alors, dans un premier temps, j'aimerais faire un rappel historique sur la mise en place des checklists. En 1935, lors d'un vol d'essai aux États-Unis, le major Ployer Hill, pilote expérimenté, oublie de désactiver un système de blocage des commandes, entraînant malheureusement le crash de l'avion. L'avion est trop complexe, mais plutôt que de décider de ne plus le développer, il est proposé de mettre au point un pense-bête ou checklist permettant au pilote de ne rien omettre avant le décollage. Ce système de checklist deviendra par la suite obligatoire dans le domaine de l'aéronautique. Bien plus tardivement, au milieu des années 2000, Peter Pronovost, réanimateur pédiatrique, démontre qu'en utilisant des checklists pour la pose des voies veineuses centrales, on pouvait réduire le risque des infections de ces cathéters. En 2009, avec Atul Gawande, chirurgien, il porte jusqu'à l'OMS le sujet des checklists pour l'amélioration de la sécurité, ce qui aboutira finalement à l'élaboration d'une checklist au bloc opératoire. Mais revenons maintenant à notre sujet des checklists, non pas au bloc opératoire, mais en réanimation. Nous avions mis en place dans notre service des checklists avec, de façon un peu étonnante, un déterminant qui est celui de l'imperfection. Et c'est ce que j'aimerais évoquer avec vous. Tout d'abord, ces checklists sont construites par l'équipe et non pas un simple copier-coller de ce qui se fait ailleurs. Elles sont ainsi adaptées à notre façon de travailler. On en a fait peu. L'idée était que plus on accumulait les checklists, plus on courait le risque de diminuer l'adhésion à ce système pour qu'il finisse par être abandonné. En pratique, on a fait 3 checklists. Une avant intubation, une avant le transport intra-hospitalier et une avant la mise en décubitus ventral ou en décubitus dorsal. On a pris le parti de les simplifier de façon raisonnable. On ne garde que l'essentiel, ce qui peut mettre en danger la vie des patients lors de la procédure. On est toujours sur le même principe. Pour obtenir l'adhésion, il ne faut pas que cela soit trop long ou que les termes soient trop vagues. Par exemple, dans une checklist que j'ai trouvée, pour une pose de cathéter était écrit « Choix argumenté du site d'insertion et choix concerté du matériel ». C'est trop vague. Et du coup, on bâcle la checklist en cochant tout d'un coup. Donc on a simplifié. Voilà notre stratégie de mise en place. Comme dit précédemment, on ne les impose pas. Pour que l'équipe se l'approprie, il faut la construire en équipe. On réalise des formations lors des cours biannuels aux équipes. On sensibilise les nouveaux personnels et notamment les internes. Ils acceptent plus facilement. C'est un très bon vecteur d'adhésion aux nouvelles procédures. Et enfin, on a réalisé des panneaux pédagogiques expliquant comment on réalise cette checklist. À deux, impérativement, et en parlant à voix haute. Il faut surjouer la réalisation de cette checklist. Comme dans une pièce de théâtre, il faut parler haut et fort. On se rappelle, on n'est jamais ridicule quand on s'assure de la sécurité des patients. Il faut accepter que lors de sa mise en route, que l'adhésion ne soit pas parfaite. C'est une culture qui se met en place. Cela prend du temps. Il faut tolérer au début une faible observance, et puis progressivement, cela monte pour enfin devenir systématique. C'est possiblement une clé du succès, même si cela peut paraître initialement antinomique avec les concepts de sécurité dans les facteurs humains en santé. En cas d'oubli, et a fortiori compliqué d'un accident, prenons une position de pédagogie. Démontrer que cela ne se serait pas passé si la checklist avait été faite. Bref, ne pas être dans la répréhension, mais plutôt dans un engagement positif. Et enfin, il faut mettre en place une traçabilité, au mieux via le système informatique, comme on l'a fait chez nous, permettant ainsi d'évaluer aisément le taux d'adhésion à la procédure. Ainsi, comme j'ai pu vous le montrer, on peut mettre en place en réanimation des checklists avec une approche tolérant l'imperfection, l'objectif final étant d'introduire une culture de service
autour des facteurs humains en santé.